Bonjour à tous. Maintenant que nous avons présenté l'histoire et la situation du tourisme dans le monde d'aujourd'hui, on va pouvoir s'intéresser à l'impact de ce tourisme dans une seconde sous-partie et on va s'intéresser tout particulièrement à la mise en tourisme des territoires, c'est-à-dire aux aménagements qui sont faits pour l'activité touristique. Avant toute chose, il faut bien comprendre ce que signifie une mise en tourisme. Une mise en tourisme, ça correspond à la création d'un lieu touristique, c'est-à-dire où l'activité dominante est le tourisme, ou alors la transformation d'un lieu préexistant par et pour l'activité touristique. Commençons par nous intéresser aux espaces transformés par l'activité touristique. Voyage, voyage. Dès les années 1960, le tourisme est vendu par la Banque mondiale comme la solution miracle aux retards économiques et à la grande pauvreté. Créateur d'emplois, il permet de ramener dans les caisses de précieuses devises occidentales pour rééquilibrer les balances commerciales en berne. Seule condition, standardiser son territoire pour le faire entrer dans les pages des catalogues. La mise en tourisme du monde est en marche. Bienvenue à Galaswinda. Au pays des villages vacances, on connaît le sujet. Avec 90 millions de visiteurs annuels, la France est même championne du monde. Cocorico! Une passion nationale qui produit 4% du PIB et qui a transformé sa géographie. Pour faire face à la désertification des zones de montagne dans les années 60, l'État dégaine les bétonnières. Entre 1964 et 1977, le plan neige va couler dans les vallées alpines 20 stations flambantes neuves et reconvertir 23 villages pour offrir 150 000 lits aux amateurs de sports d'hiver. Cet extrait de vidéo explique bien le processus de mise en tourisme. C'est face à l'enjeu financier que nous avons évoqué dans la précédente vidéo que les territoires sont aménagés pour favoriser l'exploitation du tourisme et donc pour favoriser les revenus liés au tourisme. Le but étant d'être le plus attractif possible et d'exploiter les éventuelles activités de loisirs récréatives possibles sur le territoire du pays. Ainsi, en France, comme il est dit dans l'extrait de vidéo, il y a eu de grands plans d'aménagement de la montagne et de la haute montagne afin de faire des stations de ski. Et on va ainsi avoir des petits villages de montagne en perte de population et d'activité qui vont se reconvertir dans l'activité touristique avec le développement de stations de ski. Bien évidemment, les activités de ski elles se passent sur les grandes montagnes françaises. On va en avoir beaucoup, notamment en Pyrénées, qui va attirer des touristes espagnols par exemple. Et on va surtout avoir les Alpes français qui sont très réputés à l'international. Donc on a vraiment des touristes du monde entier qui vont se rendre en France pour aller faire du ski dans les Alpes. Donc là aussi, on voit un petit peu la corrélation entre développement et destination touristique. Il faut qu'un pays ait beaucoup d'argent pour qu'il puisse investir dans le développement, dans la mise en tourisme de ces territoires, afin de le rendre plus attrayant et donc d'attirer plus de touristes. Mais vous vous doutez bien que cet aménagement des montagnes, il a été très onéreux. Au-delà des activités touristiques liées à la montagne, on a eu aussi un autre espace qui a été fortement impacté par le tourisme. C'est sans doute l'espace qui a été le plus transformé. Eh bien, il s'agit du littoral, il s'agit des plages, du balnéaire. En effet, de la même manière qu'il y a eu des plans de l'État français pour développer des stations ski, il y a eu des plans de développement économique qui sont passés par la création de stations balnéaires. Si on prend l'exemple des Pyrénées-Orientales, alors les Pyrénées-Orientales, ça se situe au sud de la France, à la frontière avec l'Espagne, sur la Méditerranée. Et bien, dans ce département qui est un peu excentré, qui n'était pas beaucoup dynamique, avec peu d'industrie, peu de secteurs rentables, productifs, eh bien, ce département a utilisé sa plus grande qualité, c'est-à-dire ses plages, l'accès à la mer, de beaux paysages, avec la montagne qui est présente, avec notamment les Pyrénées. Et le tourisme est donc apparu comme la meilleure manière d'exploiter cet environnement agréable. On a donc eu le développement et la création de nombreuses stations balnéaires tout le long de la côte. On peut notamment évoquer la ville d'Argelès-sur-Mer, une ville qui est surnommée la capitale européenne du camping, puisqu'on va trouver dans la commune d'Argelès-sur-Mer une 60aine de campings, qui va accueillir chaque année des milliers de touristes. Pour illustrer les effets de la mise en tourisme d'espaces qui étaient jusqu'alors ruraux, je vous propose de voir l'exemple de Saint-Cyprien. Vous avez ici des photos de Saint-Cyprien qui ont été faites entre 1950 et 1965 et qui nous montrent donc un village historique, un vieux village très restreint, avec une organisation classique de ces villages agricoles où les maisons sont accolées les unes et l'autre et entourées de champs. Donc on a un village comme il y en a tant d'autres à cette époque en France, qui vit en premier de l'activité agricole, mais aussi de la pêche. On remarque en effet
la présence de cabanes de pêcheurs sur les plages. Vous avez ici une photo qui vous montre à quoi elles ressemblaient, des cabanes faites en roseau. Donc un village rural qui est peu marqué par le bâti, dans lequel au contraire la nature est très présente à travers les champs et aussi la mer. Et il faut aussi avoir conscience que les plages des Pyrénées-Orientales ont surtout servi de lieu d'accueil pour les Espagnols qui ont fui le franquisme. On avait beaucoup de camps de réfugiés espagnols sur les plages, que ce soit à Argelès, à Saint-Cyprien, sur tous ces villages qui aujourd'hui sont des grandes stations balnéaires. Lorsqu'on compare les images aériennes de 1950 avec les photographies satellites d'aujourd'hui, l'évolution nous saute aux yeux. En premier lieu, on se rend compte de l'extension du bâti. Le village historique n'est plus qu'une petite partie du village de Saint-Cyprien d'aujourd'hui. Et surtout, ce qui apparaît, c'est qu'il y a un véritable village qui s'est développé au niveau de la plage. Effectivement, Saint-Cyprien est divisé entre Saint-Cyprien village et Saint-Cyprien plage. Et donc là, on a bien un exemple d'une création d'une station balnéaire sur un village qui préexistait. Donc le village agricole de Saint-Cyprien a subi une mise en tourisme, c'est-à-dire qu'il a été aménagé pour exploiter de manière optimale l'activité touristique. Au-delà de cette expansion urbaine, ce qu'on remarque, c'est l'évolution de la plage, comme je vous disais, avec notamment la présence d'un port de plaisance, Saint-Cyprien étant un des plus grands ports de plaisance de France. Donc un port de plaisance, c'est un port dans lequel on va amarrer des bateaux de plaisance, c'est-à-dire des bateaux privés pour un usage récréatif. Donc ça s'oppose aux ports commerciaux où on va avoir donc des porte-conteneurs, des bateaux commerciaux ou encore un port militaire. Donc si on compare les images de la plage entre 1950 et aujourd'hui, on se rend compte de l'évolution très forte. Là où jadis il y avait des champs, on va trouver des campings notamment, et les maisons de pêcheurs ont laissé place à des pavillons, mais aussi à des immeubles de front de mer. On va avoir des immeubles qui sont construits afin d'avoir des locations pour les voyageurs, pour les touristes, qui veulent bénéficier d'une vue sur la mer et d'un logement le plus près possible de la plage. On pourrait avoir la même approche pour un village rural de haute montagne qui a été transformé par la création d'une station de ski qui va provoquer l'apparition d'immeubles pour loger les touristes, mais aussi de services de restauration et de divertissement. Et donc c'est ainsi qu'en haute montagne, dans un village qui était jadis un village rural, on va avoir des boîtes de nuit, des restaurants, des cafés, des bars et des immeubles. Au-delà de ces transformations sur des espaces préexistants que va provoquer le tourisme, il y a aussi des créations ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, d'espaces touristiques. Les exemples qui illustreraient le mieux ce principe de création d'espaces touristiques pourraient très bien être par exemple des parcs d'attractions qui nécessitent beaucoup d'espace et qui sont donc créés sur des zones anciennement rurales ou sans fonction. Par exemple, ici, vous avez des photos aériennes des années 1950 à 1965 de l'emplacement actuel de Disneyland Paris. Et on se rend bien compte que effectivement, le parc est ex nihilo, il est parti de rien, de champs agricoles. Et à présent, sur ce même espace, on a un des plus grands parcs de France qui va attirer énormément de personnes. On peut aussi évoquer les centres de vacances, les centres touristiques comme Club Med par exemple, ou encore pour aller plus loin dans ce concept, la création d'îles artificielles. À ce sujet-là, Dubaï en est sans doute le meilleur exemple, mais nous reverrons ce cas un peu plus tard. Afin de clore cette partie sur la mise en tourisme des territoires, il me semble important de réaliser que cette mise en tourisme ne concerne pas seulement les espaces de montagne et les espaces des littoraux. Il faut bien avoir conscience que le tourisme peut prendre différents aspects, il peut s'intéresser à bien des choses différentes. En fait, il existe de très nombreuses catégories de tourisme. On peut par exemple évoquer l'agritourisme, qui est un tourisme qui va s'intéresser aux activités agricoles, aux espaces verts. Donc par exemple, aller dormir dans une ferme, ou encore les fermes pour les enfants, où on va voir une démonstration du travail d'agriculteur et des animaux de la ferme. Donc à côté du tourisme de masse, du tourisme culturel, qui va surtout concerner les villes, donc on va avoir une compétition entre les villes pour attirer ce tourisme, notamment via le monumentalisme, la mise en avant du patrimoine et la construction de nouveaux monuments. Je vous avais déjà évoqué ça avec l'architecture de l'aéroport de Pékin. Eh bien, on va aussi avoir des espaces plus marginaux qui vont être touchés par le tourisme. On peut évoquer par exemple un tourisme qui va consister à aller découvrir la vie dans les favelas, dans les bidonvilles. Et on a aussi un tourisme qui vise à aller vers l'authenticité, vers la découverte par exemple des peuples indigènes dans tel ou tel pays, avec une volonté de s'immerger dans quelque chose d'exotique. Puisque la base du tourisme, c'est aussi l'exotisme, la recherche de quelque chose de différent de son cadre de vie quotidien. Alors, on pourrait évoquer et débattre l'aspect éthique d'avoir comme divertissement de voir la pauvreté et la misère des gens.
Mais au-delà de ça, ce que ça nous montre, c'est que la plupart des espaces, la plupart des territoires de notre planète sont impactés d'une manière ou d'une autre par le tourisme. Par exemple, le tourisme auprès des autochtones va souvent avoir des impacts sur ceux-ci qui vont essayer de créer des particularités culturelles pour essayer de plaire aux touristes, de les attirer d'autant plus, etc. Et donc il va y avoir une sorte de perversion culturelle et un aménagement qui va dénaturer le fonctionnement et la vie de ces gens. Pour ce qui est du tourisme dans les bidonvilles, nous manquons encore de recul pour en voir les impacts, mais je pense que nous pouvons affirmer que ce tourisme va aussi impacter ces espaces. Donc tous les espaces sont concernés d'une manière plus ou moins directe, d'une manière plus ou moins forte, contrôlée, officielle, mais tous les espaces sont impactés par le tourisme de nos jours. Cela est d'autant plus vrai qu'au-delà de l'effet direct de l'impact du tourisme sur un espace, il y a aussi des effets indirects, indésirables, qui sont souvent la source de conflits d'usage. Pour rappel, un conflit d'usage, c'est un conflit entre plusieurs acteurs pour une même chose. Souvent un territoire, une ressource. Cette image provient de Venise, qui est confrontée à de nombreux conflits d'usage entre les locaux qui souhaitent tout simplement vivre dans leur ville et une surfréquentation touristique qui devient de moins en moins supportable pour les locaux. Donc la particularité de cette ville sur les eaux rend la cohabitation et la fréquentation touristique particulièrement difficile. Je vais donc vous demander pour la prochaine fois de réaliser un croquis à partir du texte que vous trouverez à la page 198. Donc vous avez ce texte ici qui va vous servir de base pour réaliser ce croquis. Encore une fois, il y a une méthode pour vous aider pas à pas. Donc vous avez 3 étapes à suivre avec un point méthode qui vous est donné. Nous l'avions déjà vu la dernière fois via la vidéo. Donc c'est un bon exercice pour vous préparer pour l'année prochaine. Pour vous aider à réaliser cet exercice, je vous conseille de regarder les documents pages 194 et 195 qui parlent justement de ce conflit d'usage à Venise. Je vous encourage à reproduire totalement le croquis. C'est un travail aussi intéressant pour travailler sur la propreté et la netteté notamment. Pour vous aider aussi à réaliser ce travail et à bien cerner les enjeux autour des conflits d'usage, je vais vous laisser avec une vidéo qui aborde ces problèmes de surfréquentation touristique et qui parle du cas de Venise. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée et un très bon travail. Des plages bondées et des rues noires de monde, beaucoup de villes touristiques sont victimes de leur succès et saturées en haute saison. Alors, du côté des habitants et des autorités, la révolte s'organise contre le tourisme de masse. Venise, 30 millions de visiteurs annuels. C'est 500 fois plus que le nombre d'habitants. Pourtant, malgré les millions de visiteurs chaque année, Venise est une ville endettée. Les visiteurs laissent 53 000 tonnes de détritus derrière eux chaque année. Un coût de 83 millions d'euros par an pour la ville. Du côté des habitants, la gronde monte. Ils sont passés de 10 000 il y a 40 ans à 55 000 aujourd'hui. Alors, pour cesser le Vénoxédus, l'exode des habitants face à la marée de touristes, la ville s'est lancée dans un vaste plan de régulation. Campagne d'affichage pour inciter les touristes à se montrer plus respectueux, itinéraires alternatifs pour désengorger certains passages, interdiction de construire de nouveaux hôtels et réduction du nombre d'appartements en location touristique. Le gouvernement a également interdit aux bateaux de croisière de passer devant la place Saint-Marc à partir de 2019 et des portiques d'accès qui se ferment en cas de forte affluence ont été installés autour du centre-ville. Dans d'autres villes d'Italie, les règles autour des activités touristiques se durcissent. Milan a interdit les perches à selfie et les food trucks. Rome lutte contre les touristes qui se baignent dans les fontaines. À Florence, le maire a demandé aux employés municipaux d'arroser les parvis des églises et les trottoirs devant certains monuments à l'heure du déjeuner. Objectif : dissuader les touristes de s'y installer.